Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 décembre. Le titre du jour est « Attention danger ». Alors, j'ai quatre informations à vous donner ce matin. La première, danger avec le NFP cet après-midi. Le NFP, c'est les non-farm payroll. Ce sont les chiffres du chômage américain. Cela va engendrer de la volatilité sur les indices, sur l'or, sur l'euro-dollar. Je ne sais absolument pas dans quel sens le mouvement va partir. En plus de cela, le mouvement premier n'est pas toujours le signal. Parfois, on a des contre-coups. On part dans un sens, puis on repart dans l'autre. Donc cet après-midi, ça va être volatile, ça va être dangereux, je vous préviens. Et on fera une émission en live ensemble à 14h15, le live NFP. Deuxième information, deuxième danger. L'Italie. Nous avons le référendum italien dimanche. Le non l'emporte pour l'instant dans les sondages. Cela pourrait déstabiliser le marché obligataire lundi et entraîner de l'aversion au risque sur les indices. Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri d'une réaction de type Brexit ou Trump, c'est-à-dire que l'on ouvre en baisse, puis que les actifs risqués repartent à la hausse par la suite une fois que le pire serait passé. Donc attention, si vous gardez des positions ce week-end, car lundi, on pourrait avoir de la volatilité. Troisième information. Le mois de décembre est historiquement le deuxième mois le plus haussier de l'année sur les 100 dernières années en bourse. Mais la première quinzaine de décembre est historiquement baissière, alors que la deuxième quinzaine de décembre est historiquement haussière. Donc, lorsque vous entendez parler du rallye de Noël, du rallye de fin d'année, ce n'est pas le mois de décembre, c'est la deuxième moitié du mois de décembre. Enfin, quatrième information importante que je voulais vous donner ce matin, attention à la disparité des indices. En fonction de votre biais, de votre stratégie, choisissez bien votre indice, car vous avez pu constater hier que le Dow Jones inscrivait un nouveau record historique en séance, alors que le Nasdaq, lui, perdait 1,5%. Nous avons un Dow Jones qui caracole sur des nouveaux records et un CAC 40 qui perd 1,5% en l'espace de 24 heures. Donc en fonction de votre biais, de votre stratégie, faites attention et choisissez bien votre indice. Voilà, je vous ai présenté tous les dangers, que ce soit aujourd'hui, lundi, la première quinzaine de décembre, la sélection des indices. J'espère que vous ferez bien attention à tous ces facteurs. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, l'US 30, donc le Dow Jones Industrial Average, a enregistré un nouveau record historique en clôture à 19 192 points. Parallèlement à ça, comme je vous le disais en introduction, il y a une forte disparité indicielle. Autant le Dow Jones est encore en hausse sur des records, autant le CAC perd pied. Il y a un peu de tension sur les indices européens et ce, avant le NFP, mais également avant le référendum de dimanche. Le CAC perd pied à 4517 points au moment où j'écrivais la présentation. Il me semble qu'il est même vers les 4510 points. Il est donc non loin de son support clé à 4500 points. Attention, si ce soir ce support venait à casser en clôture, cela augurerait de plus de baisse potentiellement en direction des 4420 points et de la moyenne mobile à 200 séances. Si on tenait les 4500 points et qu'on réagissait positivement sur ce seuil, ce serait une bonne chose pour terminer la semaine, mais ça ne nous mettrait pas à l'abri d'un gap baissier lundi en cas de frayeur à cause de l'Italie. L'euro-dollar teste de nouveau les 1,0690 ce matin, résistance clé avant les chiffres US. On a vu cette semaine que le dollar américain consolidait, que cela permettait à l'euro de reprendre un petit peu de poil de la bête. L'euro-dollar cette semaine a buté 2 fois aujourd'hui et puis plus tôt dans la semaine sous les 1,0690.
Va-t-on casser cette résistance pour aller chercher les 1,08 ou est-ce qu'au contraire la tendance baissière va violemment reprendre en direction des plus bas annuels? Tout dépendra du NFP, c'est du qui tout double, nous verrons donc cela à 14h15. L'or évolue sur ses plus bas de 6 mois, 1175 $ dans les starting blocks. Pourquoi est-ce que je vous dis dans les starting blocks? Eh bien parce que l'or a tendance à beaucoup bouger lors de la publication des NFP. On peut perdre comme on peut gagner 20 $. Donc là aussi, qui tout double, faites bien attention. Nouveau plus haut de 16 mois sur le Brent à 53,5 $ après l'accord signé à l'OPEP mercredi. Le pétrole Brent est dans une tendance haussière moyen terme et journalière. On est sur des nouveaux plus hauts et il n'y a pour l'instant aucun signal baissier. Le pétrole WTI, lui, reste bien orienté, en hausse de 0,46% à 50,65 $. Il a touché les 51,30, il a donc atteint sa résistance. Ses plus hauts annuels sont à 50,4, 50,5 en cours de clôture. Donc on avait vu ensemble que tant que la MM200 tenait, on pouvait repartir à la hausse mercredi, c'est ce qui s'est passé. On a vu hier que les 48,8 cassaient, qu'on pouvait aller plus haut en direction des 51,40 puis des 54. Les 51,40 ont été pratiquement atteints ce matin, il est donc légitime qu'on assiste à des petites prises de bénéfices. En attendant, le WTI comme le Brent reste foncièrement haussier jusqu'à nouvel ordre. Et puis enfin, le Bund, le 10 ans allemand, se fait des frayeurs sur les 160 points. C'est un seuil clé à moyen terme, c'est un support d'une tendance haussière de fond. Attention, si le Bund casse les 160, c'est qu'il y a des tensions sur le marché obligataire et cela, ça engendre bien évidemment de l'aversion au risque sur les marchés. En termes d'actualité macroéconomique, François Hollande est le premier président de la Ve République à ne pas briguer un second mandat, laissant Valls et Montebourg se disputer la place à gauche. La Fed d'Atlanta a revu sa copie sur la croissance américaine au T3, baissant son anticipation de 3,6% à 2,4%. Le PIB italien du troisième trimestre est ressorti conforme aux attentes hier à 0,3%, mais la croissance sur un an est revue à la hausse, plus 1% contre 0,9% précédemment, donc c'est une bonne chose. Le bémol sur le PIB italien, eh bien, c'est tout simplement que le niveau du PIB italien est exactement le même qu'il était il y a 10 ans. Donc l'Italie est toujours sous son niveau de crise 2008 et contrairement au PIB de la France, de l'Allemagne, de l'Europe en général qui sont repartis, le PIB italien est à la traîne. Et puis enfin, le référendum italien accapare l'attention des opérateurs qui s'attendent à une forte volatilité lundi. C'est la raison pour laquelle on a un peu d'aversion au risque et des prises de bénéfices sur les marchés ce jour. Côté entreprise, Neopost a publié un recul de son activité au troisième trimestre. Le titre perd 6% ce matin. AB Science est soutenu par des résultats cliniques encourageants. Le titre gagnait 18% quand je l'ai regardé tout à l'heure et il cassait une oblique baissière de moyen terme que l'on avait définie ensemble en début de semaine. Donc signal majeur de moyen terme s'il se confirme en clôture. Technip reçoit le feu vert brésilien pour son rapprochement avec FMC. Mersenne tape sur une croissance de 5% dans les transports d'ici 2020. Et enfin, Siemens confirme comme opérationnel sa co-entreprise avec Valeo. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a 38 titres du CAC dans le rouge. Donc on est bel et bien dans une séance d'aversion au risque, de tension sur les marchés. On a l'immobilier qui tient bien avec Klépierre et Unibail en hausse. Et puis sinon, tous les autres secteurs sont en baisse. Prise de bénéfices sur les matériaux de base, donc sur Arcelor, prise de bénéfices sur l'automobile, malgré la hausse d'hier, eh bien, les vendeurs reprennent la main aujourd'hui, et puis des titres comme Vivendi, Lafarge qui sont toujours sous pression. Côté statistiques passées, hier en fin d'après-midi, on a eu l'indice manufacturier PMI US à 53,2, supérieur au consensus de 52,1, et puis des stocks de gaz en baisse de 50 au lieu des 52 attendus. Le gaz a dépassé et inscrit des nouveaux plus hauts annuels. Et puis ce jour, à 10h30, l'indice PMI de la construction en Angleterre, qui boostera ou non la livre, qui a réussi à s'échapper de son range hier. On a l'indice des prix à la production en zone euro à 11h. 14h30, on a les chiffres du chômage au Canada et bien évidemment les chiffres américains de l'emploi avec le taux de chômage, le nombre d'inscrits, le nombre de créations d'emplois
et l'augmentation des salaires. Et tout cela, on verra ça en live à 14h15 pour l'émission Live NFP. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme CMC Market, il s'agit d'un biseau baissier noté en données journalières sur l'AUD-USD. L'AUD-USD était dans une tendance baissière. On a eu un rebond qui s'est mis en place la semaine dernière qui a perduré en début de semaine, puis le dollar s'est raffermi et on a eu une reprise en main des vendeurs. Est-ce que c'est la tendance de fond de l'AUD qui est baissière, qui va l'emporter, ce qui veut dire que le dollar va se renforcer cet après-midi et que l'on va repartir à la baisse? Ou est-ce qu'au contraire, on est toujours sous l'effet de ce biseau et si cet après-midi, le NFP entraîne des dégagements sur le dollar, on aurait une forte hausse? Eh bien, je vous avouerai que c'est très compliqué. On est à la croisée des chemins. Ce type de configuration complexe, en fait, se retrouve actuellement sur les indices, sur l'or, sur l'euro-dollar. C'est-à-dire que sur les indices, on avait des tendances haussières, on consolide. Est-ce que l'on va reprendre la hausse ou est-ce qu'on va passer en correction? Telle est la question. Sur les paires en dollars, on était baissier jusqu'ici, on s'est stabilisé cette semaine. Est-ce que le rebond va perdurer avec une baisse du dollar cet après-midi ou bien le contraire? Seul le NFP pourra nous valider ce scénario. On n'est pas là pour faire des paris, je n'en sais absolument rien. Rendez-vous donc à 14h30. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va regarder comme tous les matins les indices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Alors Eric dit « Bonjour, je pense qu'il est temps de s'intéresser aux défensives suite à la rotation sectorielle en cours. Qu'en pensez-vous? J'aimerais votre avis sur Orpea et Iliad. » Alors on va regarder ça Eric. Effectivement, il y a une forte rotation sectorielle sur les marchés actuels. Effectivement, parce qu'on a un peu d'aversion au risque, on pourrait avoir des défensives qui seraient de nouveau recherchées. Donc vous voyez ici le CAC 40 qui attaque son support des 4500 points. Donc en début de semaine, lundi, j'avais vraiment l'impression qu'on était parti pour une semaine de consolidation, qu'on allait peut-être casser les 4500 points, se faire des frayeurs et peut-être aller chercher la MM200 en début de semaine suivante avec le référendum italien. Ça, c'était l'idée que j'en avais lundi matin. Et puis mardi, les cours se sont repris. Mercredi, le pétrole a soutenu les indices. Le CAC est allé chercher de nouveau ses plus hauts. Donc je me suis dit, bon, on est reparti sur les plus hauts, on est dans une tendance de fond haussière, peut-être qu'on va continuer de consolider à plat au-dessus des 4500 points et ne pas aller plus bas. C'était une semaine quand même relativement complexe sur le CAC parce que lundi on part à la baisse, mardi, mercredi on part violemment à la hausse et puis là on repart violemment à la baisse. Au final, peut-être qu'il aurait fallu tout simplement garder en tête l'idée que les indices américains sont montés pendant 3 semaines consécutives et que cette semaine il y avait quand même de grandes chances qu'il y ait consolidation. C'était l'idée que j'en avais, mais le comportement du CAC, je vous l'avoue, n'était pas évident parce qu'on a eu baisse en début de semaine, puis hausse, puis rechute. Donc là, la configuration devient un petit peu moins haussière. On est toujours haussier à moyen terme, mais en données journalières, on a un échec sous le haut de range et on a un retour dans une zone de soutien théorique. Si ce soir, on clôture sous les 4500 points, ça démontre une certaine aversion au risque. Si ce soir on casse les 4480 points, c'est que les vendeurs enfoncent le clou. Si ce soir on arrive à clôturer au-dessus des 4500 points de justesse, eh bien cela montre qu'on s'est peut-être fait plus de peur que de mal. Donc pour l'instant, on a, je dirais, eu un excès haussier et on est peut-être en train de connaître un excès baissier et c'est le NFP qui va décider de la tenue ou non des supports d'ici la fin de séance. Donc on verra ça dans notre émission live de cet après-midi. Le DAX, lui, c'est le CAC 40 mais en plus faible. Il a cassé les 10 550, il casse les 10 450 ce jour. Le prochain support clé se situe à 10 350 points. Donc si le CAC se fait des frayeurs en direction des 4 470 points, le DAX pourrait revenir sur les 10 350 points. Si le CAC se fait des frayeurs en début de semaine et va chercher sa MM200 à 4 420 points, le DAX, lui, pourrait aller chercher les 10 200 points et le bas de son range. On reste donc dans des ranges sur le DAX, on a échoué en haut, on est en train de se diriger vers le bas et on verra de nouveau si les acheteurs sortent du bois.
soit pour permettre une clôture des 10 450 points, soit début de semaine prochaine sur les supports que je viens d'évoquer. Ensuite, aux États-Unis, il y a une forte disparité puisque vous avez le Dow Jones qui reste foncièrement haussier, qui a inscrit un nouveau record historique hier, qui est toujours au-dessus de sa moyenne mobile à cette séance. Donc pour quelqu'un qui est acheteur de Dow Jones, jusqu'ici, il n'y a absolument aucun signal baissier, aucune peur, aucun stress. La hausse perdure au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Si on clôture dessous ce soir, eh bien, ça invite à prendre des bénéfices avant le week-end. Si on reste au-dessus, la tendance reste haussière et il n'y a aucun souci. Par contre, quand on regarde le SP500, c'est un petit peu moins haussier quand même. On a eu une tendance haussière très forte pendant 3 semaines. On a une consolidation depuis le début de la semaine. On revient sur les anciens plus hauts. Si on arrive à tenir les anciens plus hauts du mois d'août en cours de clôture, c'est une bonne chose pour la suite. Si au contraire le S&P accélère sous les 2180 points et casse ainsi ses anciens plus hauts, la question d'un piège ici se poserait et je deviendrais alors beaucoup plus prudent. Donc je considérais comme tout à fait légitime après 3 semaines de hausse qu'on ait une semaine de baisse, mais il ne faudrait pas non plus que cette baisse soit trop profonde sous peine d'inquiéter les opérateurs. Et puis enfin le Nasdaq. Vous voyez que le Nasdaq, au final, il est dans un range depuis 3 mois. Contrairement au S&P 500 et au Dow Jones, le Nasdaq 100 ici que l'on regarde n'avait pas réussi à aller faire de nouveaux plus hauts au mois de novembre par rapport à ses plus hauts du mois d'octobre. Le Nasdaq, un peu comme le DAX qui est dans un range, a échoué en haut, il revient vers le bas et on verra si les supports tiennent une nouvelle fois, auquel cas la hausse pourrait très bien repartir par la suite. Donc voilà, on avait des tendances haussières, on est dans une consolidation cette semaine, un petit peu plus appuyé en Europe puisqu'on a le référendum italien dimanche. On verra cet après-midi si le S&P engendre une accélération baissière ou le maintien des supports. On fera le point ensemble à 15h45 dans le quart d'heure US, le dernier point de la semaine. Et ensuite, on pourra se retrouver lundi pour faire le point après le référendum italien. Ah oui, je voulais vous montrer aussi le Bund dans les indices. Toc, 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 toc. Où est-ce qu'il est, le Bund? Il est là. Voilà, donc ça, c'est le Bund, c'est le 10 ans allemand. Donc vous avez certainement entendu ces derniers temps que les taux obligataires se tendaient, les taux remontent. Donc on a le Bund qui baisse. Si et seulement si le Bund tient la zone des 159,80, 160, eh bien il peut rebondir, auquel cas les taux se détendraient et auquel cas les marchés seraient plutôt haussiers. Si le Bund accélère sous ce support et dégringole à la baisse, notamment en début de semaine après les élections, après le référendum italien, on pourrait avoir du grabuge sur le marché obligataire, et qui dit grabuge sur le marché obligataire dit qu'on pourrait avoir des tensions, de la peur, de la baisse sur les marchés actions. Donc attention à ce Bund qui est très rapidement revenu mercredi et jeudi en direction de ce support clé sur lequel on est posé actuellement. Ensuite, dans les actions. Alors, dans les actions à la baisse, on retrouve Neopost qui a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Le titre était jusqu'ici dans un beau rebond de moyen terme. Eh bien, il est sanctionné à cause de ces mauvais chiffres. Eramet, tout comme ArcelorMittal, elle est dans une tendance haussière extrêmement puissante à moyen terme, mais en journalier, on bloque un peu. On bloque un peu alors que le titre a triplé, je vous le rappelle, depuis ses plus bas. Non, il a même quadruplé, on est passé de 15 € à 60 €. Donc là, on s'est mis dans une consolidation et on en attendra la sortie. Après, dans les baisses, on retrouve des titres qui étaient jusqu'ici soutenus. Ici, Ubisoft qui casse son petit range journalier par le bas et qui revient donc en direction de ses supports. On retrouve Eurofins, dont on a parlé hier, qui pâtit d'une consolidation et qui revient vers ses supports. Pour l'instant, elle n'a pas, semble-t-il, trouvé de support assez solide. Vous voyez les titres bancaires, financiers comme AXA, on est dans une consolidation depuis 2-3 semaines sous résistance de moyen terme, ce qui est tout à fait légitime et on attend potentiellement la BCE la semaine prochaine. On retrouve Total qui baisse, qui n'arrive pas à casser sa résistance des 45 € car malgré la puissance du pétrole, eh bien, les indices sont à la baisse, donc Total pâtit de prise de bénéfices. On a Renault qui avait profité des bons chiffres des immatriculations en novembre, mais qui vient fermer son gap ce jour et qui reste relativement neutre.
On a des titres aussi comme Zodiac qui sont dans des ranges et parce qu'on a de la version au risque, on consolide un peu ce jour. Dans les hausses, on a un magnifique décalage haussier sur AB Science. Donc AB Science sur 2 ans, voici le graphique. En données hebdomadaires, je vous avais montré ce support clé qui avait été testé il y a 2 semaines. On en parlait la semaine dernière, on en parlait encore en ce début de semaine. Et hier, avant-hier, je mettais un graphique à jour en disant que le plus dur restait à faire, qu'il fallait absolument casser cet oblique. Ce matin, je vous en reparlais également sur Twitter. Et dans la foulée, grâce à des résultats cliniques encourageants, on a cassé l'oblique à 11,45, 11,50 et on est même allé chercher les 13 euros. Le titre gagne 20%, il est très volatile, faites bien attention, mais en attendant, ici, c'est quand même un bon signe pour la suite que nous donne aujourd'hui le titre AB Science. On a Touax qui gagne 4%, qui réagit sur le rebond de son range. C'est une valeur que je regarde très peu, elle est très peu volatile. On a une grande zone de range comme ceci, et puis un support là. Ensuite, on a quoi? Donc on a Clépierre qui reprend un petit peu du poil de la bête, qui se stabilise sur ses plus bas. On a Parotte qui continue de grimper, c'est dingue ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances de hausse sur 9. 9 séances de hausse sur 9. Donc beau rebond sur Parotte. On a Swatec qui continue de grimper, qui est soutenu par une recommandation ce matin. Mersenne, dont je vous donnais l'actualité tout à l'heure, qui se stabilise après une belle tendance haussière. Et Technip qui reste haussière, qui est toujours recherché et qui travaille sa résistance. Je vous montre à quoi correspond cette résistance. C'est tout simplement les plus hauts de 2015 que Technip a réussi à atteindre, que la valeur travaille. Et malgré la baisse des indices, malgré le pétrole stable, Technip semble vouloir de nouveau attaquer cette résistance. Si les 66,90 venaient à céder, eh bien, elle pourrait donner éventuellement un nouveau signal haussier. Ensuite, on va regarder pour Eric les valeurs Orpea et Iliad. Orpea, c'est une superbe valeur de moyen terme, spécialiste dans les maisons de retraite. Le problème sur ce titre, c'est que ça fait des mois que l'on grimpe. Vous voyez, donc Orpea, c'est une superbe tendance haussière en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Mais depuis le 3e trimestre 2016, on a cassé un premier support horizontal et on a cassé le support oblique de la tendance haussière en place ces 2 dernières années. Donc vous voyez, Eric, à moyen terme, alors qu'Orpea était jusqu'ici haussière, elle ne l'est plus. Donc on peut refaire mon graphique. Et désormais, alors que le titre n'est plus fortement haussier, mais un peu plus neutre, eh bien, on a une tendance baissière en place ces 2 derniers mois dans un canal baissier. Et tant qu'on sera dans ce canal, eh bien, les vendeurs auront la main. On a cassé des supports que je vous ai montrés précédemment. Et donc, on pourrait aller chercher la zone de support des 67 euros, 67,50 € que l'on a travaillé en janvier et en juillet 2016. Donc voilà, Orpea, c'est peut-être une belle valeur à moyen long terme, un beau dossier, mais en termes d'analyse technique, on est baissier en données journalières, baissier en données hebdomadaires, et ce depuis 2 mois. Et en l'absence d'un test positif de support ou d'une cassure de résistance, ce titre reste baissier jusqu'à nouvel ordre. Donc attention. Ensuite, Iliad. Iliad, c'est un peu un gruyère. À moyen terme, ça me fait un peu penser à Tesla. Ça fait 3 ans qu'elle est dans un grand range. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. C'est très neutre à long terme. Ça fait 3 ans qu'on est dans un range. À moyen terme, c'est très neutre aussi quand même avec une petite pente baissière. Donc si un titre, comme Iliad, qui bloque sous les 180 € venait à casser cette résistance, eh bien on pourrait parler d'un signal de retournement haussier et de la naissance d'une tendance haussière de court terme en direction des 192 € les plus hauts des derniers mois. A contrario, tant qu'on est sous les 180, attention, les vendeurs gardent la main. Ensuite, on me demande de voir l'Espagne 35 qui est dans un beau range. Effectivement, Gilles, je l'ai posté sur Twitter hier, ce très beau range sur l'Ibex 35. On va regarder ça. Ensuite, on va passer aux matières premières.
Donc l'IBEX, c'est l'indice espagnol, Espagne 35, voilà. Et voilà. Donc l'Espagne 35, l'IBEX, il est amusant, hein, vous voyez, il fonctionne avec tendance haussière, cassure violente, tendance haussière, cassure. Il est très technique comme indice. On a échoué au mois d'octobre sous les plus hauts du mois d'avril, une résistance propre. Et là, on revient vers un support clé. Donc, il sera intéressant de voir si l'IBEX tient son support ou pas ce vendredi. Et puis lundi, imaginons qu'on se fasse une frayeur avec l'Italie et qu'on ouvre à la baisse sur le CAC, le DAX, l'IBEX, l'ITA, etc. Moi, ce qui m'intéressera lundi, ce sera de voir si on clôture sous les supports ou si au contraire, on se fait une frayeur en séance et on clôture au-dessus des supports. L'IBEX est un bon exemple pour le cas de lundi. Si lundi, on ouvre, on casse le support, on accélère en début de séance et qu'il n'y a aucun relais haussier, aucune tentative haussière, eh bien, c'est un signal baissier, il faudra être très prudent, d'autant que je vous ai expliqué en début d'émission que les 2 premières semaines de décembre sont statistiquement baissières. Si au contraire, lundi prochain, on ouvre sous les supports et on clôture en fin de séance au-dessus des supports, c'est qu'on se fait une sorte d'effet Trump ou d'effet Brexit, c'est-à-dire une frayeur en début de séance, puis ensuite les acheteurs qui reprennent la main. Donc lundi matin, il ne faudra pas surréagir et lundi soir, il faudra prendre note de la clôture qui reste d'importance. Ensuite, donc, on passe sur les matières premières. Sur les matières premières, on a le Brent qui consolide après avoir fait un nouveau plus haut annuel et le WTI qui consolide sous ses plus hauts annuels. Donc, tout est normal. On a eu un mouvement très puissant à la hausse. On a atteint un objectif majeur et on consolide dessous. On pourrait très bien continuer de se stabiliser. Il ne serait guère étonnant, ne serait-ce pendant une semaine, que les cours du WTI évoluent entre les 51,50 les plus hauts annuels et le support des 48,8 qui a été acquis hier. On a eu une hausse très puissante. On pourrait désormais se stabiliser. Ensuite, on me demande de regarder le cacao. Alors, la fève de cacao. On me demande aussi de regarder le sucre, donc on va regarder ça. Alors le cacao, le voici, c'est un graphique hebdomadaire depuis 2011. Donc vous voyez bien que en 2012-2013, il évoluait entre 2000 et 2600. Entre 2014, 2015, 2016, il évoluait entre 2600 et 3400. Et le problème, c'est qu'on a cassé ce support clé il y a un mois et que depuis, les vendeurs ont la main. Donc, à moyen terme, la tendance est baissière sur les cours de la fève de cacao. Mais, car il y a un mais, le point positif, c'est que lorsque l'on regarde la hauteur du range du bas ici, dans lequel on évolue entre 2012 et 2013, on se rend compte que les 50% de ce range, c'est les 2350 que l'on a atteint il y a 2 semaines et qu'on essaye de tenir cette semaine. Donc nous sommes ici, à la croisée des chemins, au milieu d'un range dans lequel on a repénétré, le range de 2012-2013. Si on casse la moitié inférieure de ce range, eh bien, si on casse la médiane du range, on peut passer vers la partie basse. Par contre, si on tient cette zone de prix, on pourrait très bien avoir un rebond technique en direction de la zone haute. Donc on regarde les cours du cacao, de la fève de cacao en données journalières. On voit que la tendance est fortement baissière. On voit qu'on a une tentative de stabilisation sur un support. Les plus agressifs qui veulent jouer la hausse se placent sur ce support s'ils le souhaitent. Pour ma part, en tant qu'analyste technique, je note une tendance baissière, je note une stabilisation dans un range. Parce que la tendance est baissière, il y a des risques de sortie par le bas. J'attends donc une stabilisation. Un chandelier haussier puissant sur support serait déjà un indice qui me plairait. Et sinon, j'attends la cassure du haut du range, tout simplement, c'est-à-dire la cassure des 2453, ici, les plus hauts de la semaine dernière. Et en cas de cassure de ce haut du range, on passerait de neutre à haussier à court terme. Ça voudrait dire que le rebond se met en place, que les acheteurs prennent la main et que je peux potentiellement mettre à profit un rebond si je le souhaite. Ensuite, le sucre. Olivier nous dit, sur le sucre brut, que pensez-vous de gros supports en approche de MM200 et des plus bas de fin juillet? Alors, sur le sucre, Olivier, je vous invite à regarder ce graphique-là.
Ce graphique-là, c'est le graphique mensuel du sucre. Vous pouvez voir qu'on a eu une chute très violente 2011, 2012, 2013, 2014 jusque la mi-2015. Et là, ça fait un an et demi qu'on a une hausse spectaculaire de 10 à 23, donc 130% de hausse en l'espace de 15 mois. Nous sommes en train de consolider ce mouvement haussier majeur, extrêmement spéculatif. On a un chandelier baissier sous résistance, un chandelier de baissier le mois dernier et on commence ce mois-ci en baisse également. Peut-être que en retrouvant les 18,50, la zone testée en juin-juillet, on pourrait éventuellement faire une réaction puisque c'est un seuil qui correspond aussi à des prix travaillés en 2012-2013. Mais je vous invite à la prudence car vous voyez la violence de la baisse ces 8 dernières semaines. Les vendeurs ont clairement la main. Donc pour parler d'une éventuelle réaction haussière sur un support, il faudra la constater. En attendant, les vendeurs ont la main. Je ne considère pas impossible que l'on vienne chercher les 18,60 puis qu'on les casse et qu'on aille encore plus bas. Étant donné la violence du mouvement mensuel, la tendance baissière violente en données hebdomadaires, etc., je vous invite à être très prudent. Donc, si les cours du sucre, dont on avait vu qu'ils cassaient leur tendance, atteignent leur deuxième objectif théorique baissier, les 18,50, et que sur les 18,50, l'on constate un chandelier de ce type ici. Le chandelier, par exemple, du 24 juillet dernier, un beau chandelier haussier sur support. Là, on pourrait parler d'une éventuelle réaction haussière et d'un rebond technique qui se mettrait en place en direction des résistances. Mais je demande à voir. Voilà, en l'absence de réaction haussière puissante sur le sucre, je préfère garder à l'esprit que nous avons eu un changement de rythme après un an de hausse et je me demande si une simple consolidation de 2 mois que l'on est en train de faire permettra de consolider les 15 mois de hausse que l'on vient d'avoir. Donc tant qu'on restera sous cette oblique baissière sur les cours du sucre, c'est baissier, on peut aller vers 18,60 voire plus bas, si et seulement si soit on fait une réaction sur support très violente, soit on casse cette oblique. Là, on pourra parler de prémices haussiers. Et j'espère que vous aurez compris ma façon d'analyser les choses qui est toujours la même et que j'essaye de vous inculquer au quotidien. Enfin, l'or. Donc l'or s'est fait des frayeurs encore cette semaine. Nouveau plus bas à 1160 $. L'or pâtit d'indices jusqu'ici haussiers, de taux qui remontent, d'un dollar fort. Parce que le dollar se stabilise et qu'il y a un peu d'aversion au risque aujourd'hui, eh bien l'or a repris 15 $ depuis hier. Si le NFP fait baisser le dollar cet après-midi, l'or est susceptible de gagner entre 15 et 30 $ et de revenir vers les 1200 $. Si cet après-midi le dollar explose à la hausse, l'or pourrait aller chercher son support des 1155 $ qui est son prochain seuil technique. Qui tout double avec le NFP, je ne lancerai même pas une pièce pour essayer de deviner ce qu'il va se passer cet après-midi. On en parlera ensemble à 14h15. L'AUD, on en a parlé tout à l'heure, il est à la croisée des chemins entre une tentative de poursuite de rebond haussier et une reprise de sa tendance baissière dans le sens de la tendance débutée début novembre. L'euro-dollar, c'est exactement la même chose. Il est dans une tendance baissière mensuelle, hebdomadaire, journalière. Il a repris un peu de poil de la bête, un peu de terrain à la hausse cette semaine grâce à la stabilisation du dollar. Si le dollar se reprend cet après-midi, on aura donc eu un échec ce matin sous résistance et l'euro repartirait tout chousse à la baisse en direction des plus bas à 1,0550. Si au contraire le NFP engendre des prises de bénéfices appuyées sur le dollar, l'euro, en cas de cassure des 1,0680-90, pourrait faire un mouvement relativement puissant, parce qu'il vient de très clairement définir cette zone de résistance, puisqu'il l'a travaillé lundi dernier et ce matin. Donc c'est un peu le bouchon de champagne, si vous voulez. Si on cassait cette zone technique cet après-midi, on pourrait très rapidement gagner 50 à 100 points en fonction de la violence du marché. Donc tout dépendra du dollar, qui est complètement neutre, posé sur les 101 points et qui consolide comme depuis le début de la semaine, car, comme je vous l'ai dit dès lundi, cette semaine, après 3 semaines de hausse des indices américains et du dollar, une semaine de stabilisation était tout à fait à attendre et était tout à fait légitime. Voilà, on a fait le tour de tous ces marchés. Je vais répondre à 2 dernières questions. Pascal sur Veolia et Didier sur le blé.
Et puis ensuite, on se retrouve à 14h15 pour le live NFP. Alors, Veolia, la voici. Veolia, elle est baissière, elle est moche. Voilà. Que vous dire de plus là-dessus? En données mensuelles, on était haussier jusque début 2016, mais on s'est retourné violemment depuis octobre. Et c'est baissier en données mensuelles, c'est baissier en données hebdomadaires, c'est baissier en données journalières. Donc concrètement, Veolia, c'est un couteau qui tombe. Le prochain support majeur sur ce titre apparaît à 14,90 €, 15 €. Si on y va et si on a une réaction haussière sur ce seuil, on pourra parler d'un éventuel retour des acheteurs. En attendant, dans toutes les unités de temps mensuelles, hebdomadaires et journalières, c'est baissier, les vendeurs ont la main et en l'absence de réaction haussière, eh bien, les vendeurs gardent la main. Et puis enfin, donc le blé, pour répondre à Didier et clôturer cette émission. Le blé, le voici. Voilà, le blé, il est baissier. Il a cassé son petit support des 376 hier. Le dernier support qui lui reste, c'est la zone des 365-370 qui sont ses plus bas de fin du mois d'août. Si on réagit sur ce seuil-là, ce sera positif. On parlera de la matérialisation d'un hypothétique double bottom de moyen terme. En attendant, c'est extrêmement baissier et ça fait déjà des années que c'est le cas. Je vous le rappelle, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, le blé reste foncièrement baissier à long terme. Par contre, quand on regarde à très long terme un graphique de 15 ans, il est clair que si on venait à réagir sur les 366, soit les plus hauts ici de 2005, ce serait une bonne chose. En dessous, sinon, c'est les 300 cents. Donc voilà, on verra dans les séances, semaines qui viennent, si on réagit sur ce seuil. De nouveau, on parlera de perspective haussière le jour où on aura une réaction haussière, un chandelier haussier ou une figure de retournement. Bref, vous l'aurez compris, que l'on parle de Veolia, que l'on parle du sucre ou du blé, quand un actif est baissier dans toutes les unités de temps, en l'absence de réaction haussière, les vendeurs ont la main et jouer la hausse reste dangereux. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit. Faites attention dans votre trading aujourd'hui. Les marchés sont dangereux. Ils le seront également lundi. J'espère vous retrouver à 14h15 pour le live NFP, puis à 15h45 pour le dernier point de la semaine. Je vous souhaite à tous un bon appétit en attendant. Au revoir à tous.